Le 4 novembre 1954, le pilote d'essai Charles Richebourg survola la baie de San Diego à bord d'une machine qui ressemblait davantage à un poisson volant qu'à un avion de chasse. Des centaines d'officiers de marine, de journalistes et de photographes observaient depuis le rivage cette démonstration spectaculaire du Sea Dart, le chasseur supersonique amphibie qui allait révolutionner la guerre navale. L'appareil filait au ras des vagues, ses skis hydrauliques rétractés, son fuselage en delta bleu marine étincelant sous le soleil californien. Richebourg poussa les manettes des gaz pour impressionner la foule avec une passe à haute vitesse. Soudain, sans aucun avertissement, le Sea Dart commença à vibrer violemment. En une fraction de seconde, la structure entière se désintégra dans un nuage de débris métalliques qui s'éparpillèrent au-dessus de l'eau comme des confettis mortels. Richebourg n'eut même pas le temps de s'éjecter. Les spectateurs horrifiés regardèrent les fragments de l'avion tomber dans la baie tandis qu'un silence de mort s'abattait sur la foule. Le chasseur révolutionnaire qui devait transformer la marine américaine venait de tuer son pilote et d'anéantir ses propres chances de survie en quelques secondes terrifiantes. Dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez et abonnez-vous pour nous soutenir. Merci, on continue. Pour comprendre comment l'US Navy en était arrivé à construire cet engin bizarre qui explosa en plein vol, il faut remonter 6 ans plus tôt, à la fin des années 40, quand les généraux américains se débattaient avec un problème apparemment insoluble. La guerre froide s'intensifiait dangereusement et les soviétiques développaient des bombardiers stratégiques capables de frapper n'importe quelle ville américaine. L'US Air Force disposait de chasseurs supersoniques pour intercepter ces menaces, des appareils magnifiques qui franchissaient le mur du son et dominaient les cieux. Mais la marine restait coincée avec des avions subsoniques, lents et pathétiques, parce que les porte-avions ne pouvaient tout simplement pas accommoder des jets supersoniques. Ces monstres métalliques nécessitaient des pistes interminables pour décoller et atterrissaient à des vitesses terrifiantes qui transformaient chaque retour sur un porte-avions en roulette russe. Les amiraux regardaient avec envie leurs collègues de l'Air Force et serraient les dents de frustration. En 1948, désespérée de trouver une solution, la marine lança un concours pour créer un chasseur-intercepteur supersonique capable d'opérer sans porte-avions. La proposition paraissait folle, construire un avion de chasse à réaction qui décollerait et atterrirait directement sur l'eau comme les vieux hydravions de la Seconde Guerre mondiale, mais avec les performances d'un jet moderne capable de franchir le mur du son. Les ingénieurs aéronautiques du pays entier éclatèrent de rire en lisant le cahier des charges. Comment diable un avion pouvait-il être assez rapide pour briser la barrière du son tout en traînant des flotteurs encombrants ? C'était techniquement impossible, physiquement absurde, une contradiction mathématique. Mais les hydravions avaient joué un rôle crucial pendant la guerre du Pacifique, décollant depuis des lagons isolés pour effectuer des missions de reconnaissance et de bombardement, sans nécessiter la construction de pistes coûteuses sur des îles minuscules. La marine rêvait de ressusciter ce concept avec la puissance brute des jets supersoniques. La plupart des constructeurs aéronautiques ignorèrent poliment le concours ou envoyèrent des refus diplomatiques. Personne ne voulait gaspiller du temps et de l'argent sur un projet aussi ridicule. Mais à San Diego, une équipe d'ingénieurs menée par Ernest Stout dans le laboratoire de recherche hydrodynamique de Combeferre eut une idée qui leur sembla brillamment simple. La compagnie venait de produire le Delta Dagger, un chasseur supersonique au fuselage en delta qui servait de colonne vertébrale à la défense aérienne américaine contre les bombardiers soviétiques. Stout regarda les plans du Delta Dagger et se dit « Pourquoi ne pas simplement coller des skis nautiques sous cet appareil qui fonctionne déjà parfaitement ?» Quelques modifications pour empêcher les dégâts d'eau, des skis rétractables à la place du train d'atterrissage, et voilà, un chasseur supersonique amphibie. L'équipe de Combeferre prépara une présentation audacieuse pour les officiers de la marine. Ils montrèrent des dessins élégants du Delta Dagger équipé de 2 skis hydrauliques, expliquèrent comment l'avion flotterait sur son ventre avant le décollage, puis étendrait ses skis une fois qu'il aurait atteint une vitesse suffisante pour planer sur l'eau comme un skieur nautique. Les amiraux adorèrent cette simplicité trompeuse. Fin 1951, Combeferre remporta le contrat avec une commande de 2 prototypes. Puis, dans un accès d'optimisme délirant qui défie toute logique, la marine commanda 12 avions de production supplémentaires avant même qu'un seul prototype n'ait quitté le sol. Personne ne savait si cette machine insensée pouvait réellement voler,
Mais l'armée américaine venait déjà de dépenser des millions de dollars pour en construire une flotte entière. Les ingénieurs de Convair se mirent immédiatement au travail dans leur usine de San Diego, au bord de Lindbergh Field, transformant les dessins optimistes en métal et en circuits hydrauliques. La réalité se révéla infiniment plus compliquée que les jolis croquis présentés aux amiraux. Le fuselage en forme de delta devait être complètement étanche, chaque rivet scellé contre l'eau salée corrosive qui détruirait les composants électroniques en quelques secondes. Les prises d'air des réacteurs furent montées très haut au-dessus des ailes pour éviter d'aspirer l'eau pulvérisée pendant le décollage, créant une silhouette bizarre qui évoquait un requin déformé. Les deux réacteurs Westinghouse XJ-46 avec post-combustion, qui devaient propulser cet engin vers des vitesses supersoniques, n'étaient tout simplement pas prêts. Les ingénieurs durent se rabattre sur des moteurs J-34 beaucoup moins puissants qui développaient à peine la moitié de la poussée nécessaire. C'était comme essayer de gagner une course automobile avec un moteur de tondeuse à gazon. Mais personne n'osait avouer ce problème catastrophique aux officiers qui attendaient impatiemment leurs chasseurs révolutionnaires. Le système de ski posait des casse-têtes mécaniques qui donnaient des migraines aux ingénieurs. Quand l'avion flottait immobile sur l'eau, il reposait sur son ventre comme une baleine échouée, les bords arrière des ailes trempant dans les vagues. Les skis rétractables ne pouvaient pas être étendus avant que l'appareil n'atteigne au moins 16 km/h, sinon il se briserait sous la pression hydraulique. Cela signifiait que chaque décollage commençait avec le fuselage labourant l'eau comme une charrue, créant une résistance monstrueuse et des vibrations qui secouaient l'avion entier comme un chien mouillé. Les pilotes d'essai qui examinèrent le cockpit Bitplace, installé dans une bosse au sommet du fuselage, découvrirent avec horreur que la visibilité était catastrophique. Les surfaces bombées à l'avant et à l'arrière bloquaient complètement leur vue pendant les phases critiques de décollage et d'atterrissage. Décoller dans le Sea Dart revenait à conduire une voiture les yeux bandés, en devinant la route à l'instinct. En décembre 1952, le premier prototype fut remorqué jusqu'à la baie de San Diego pour les essais initiaux. Le pilote d'essai, Sam Shannon, grimpa dans le cockpit exigu en se demandant sérieusement s'il reverrait sa famille. Le 14 janvier 1953, pendant ce qui devait être simplement un roulage rapide sur l'eau pour tester les systèmes hydrauliques, quelque chose d'inattendu se produisit. Shannon poussa les manettes un peu trop fort et soudain le Sea Dart bondit hors de l'eau et s'éleva dans l'air pendant quelques secondes terrifiantes avant de retomber lourdement dans les vagues. Ce vol accidentel terrifia Shannon mais électrisa les ingénieurs. Leur monstre amphibie pouvait réellement voler. Le 9 avril, Shannon effectua le vol inaugural officiel et l'appareil grimpa vers le ciel californien avec une grâce surprenante malgré son apparence grotesque. Les semaines suivantes révélèrent l'ampleur du désastre. Les moteurs sous-alimentés rendaient le chasseur lamentablement lent et pâteau. Les skis créaient des vibrations si violentes pendant le décollage que Shannon devait serrer les dents pour éviter de se mordre la langue. L'eau giclait partout, aveuglant temporairement le pilote et inondant occasionnellement les prises d'air malgré leur position surélevée. Pire encore, le Sea Dart refusait obstinément de franchir le mur du son en vol horizontal. Les ingénieurs essayèrent tout. Ils ajustèrent l'angle des skis, modifièrent le profil des ailes, optimisèrent chaque centimètre de la surface. Rien ne fonctionnait. L'avion, qui devait être un chasseur-intercepteur supersonique, ne pouvait même pas rattraper un bombardier subsonique volant à pleine vitesse. Convair prit une décision radicale, remplacer les deux skis indépendants par un seul ski en forme de V monté au centre du fuselage. Cette modification améliora significativement les vibrations, mais créa un nouveau problème. Le ski unique non rétractable dépassait maintenant en permanence sous l'avion, ajoutant une traînée aérodynamique supplémentaire qui ralentissait encore davantage cette machine déjà poussive. Les ingénieurs testèrent désespérément plusieurs configurations différentes, attachant et détachant des skis comme des enfants jouant avec des blocs de construction géants. Chaque modification apportait de minuscules améliorations tout en créant de nouveaux défauts inattendus. Le programme s'enlisait dans un marécage technique dont personne ne voyait la sortie. Finalement, en 1954, les réacteurs J-46 tant attendus furent installés sur le premier avion d'essai en service.
Ces moteurs développaient enfin la puissance nécessaire pour des performances supersoniques. Un pilote d'essai poussa l'appareil dans une descente peu profonde et le Siddharth franchit brièvement le mur du son dans un rugissement tonitruant. Convair organisa immédiatement une conférence de presse triomphale, proclamant fièrement avoir créé le seul hydravion supersonique de l'histoire. Les journaux publièrent des articles enthousiastes sur ce chasseur révolutionnaire qui allait transformer la guerre navale. Personne ne mentionna que l'avion ne pouvait atteindre cette vitesse qu'en plongeant comme une pierre, jamais en vol horizontal où un chasseur devait réellement combattre. La marine américaine décida d'organiser une démonstration spectaculaire pour prouver au monde entier que son chasseur amphibie supersonique fonctionnait parfaitement. Des centaines d'invitations furent envoyées aux officiers supérieurs, aux membres du Congrès, aux journalistes spécialisés et aux attachés militaires étrangers. Le 4 novembre 1954 serait le jour où l'US Navy prouverait que l'avenir de l'aviation navale appartenait aux hydravions à réaction. Charles Richebourg, un pilote d'essai expérimenté de Convair qui avait effectué des dizaines de vols dans le Siddharth, fut choisi pour piloter l'appareil numéro 135 762 pendant cette démonstration cruciale. Richebourg connaissait intimement les caprices et les dangers de cette machine capricieuse. Il savait exactement jusqu'où il pouvait pousser la structure sans dépasser les limites de sécurité. Ce matin glacial, Richebourg fit décoller le Siddharth depuis la baie de San Diego sous les yeux de la foule massée sur le rivage. L'appareil s'éleva proprement, rétracta ses skis et commença une série de passages impressionnants au-dessus de l'eau. Les spectateurs applaudissaient tandis que le chasseur en delta rugissait dans le ciel californien. Richebourg exécuta plusieurs manœuvres élégantes, démontrant l'agilité et la puissance de l'engin. Puis il décida de terminer le spectacle par une passe à basse altitude et haute vitesse qui laisserait une impression inoubliable. Il poussa les manettes à fond et plongea vers la surface de la baie. Le Siddharth accéléra violemment, dépassant les vitesses pour lesquelles sa structure avait été calculée. Personne ne sait exactement ce qui se brisa en premier. Peut-être une soudure défectueuse céda sous la pression aérodynamique excessive. Peut-être qu'une aile commença à vibrer en résonance harmonique destructrice. L'avion explosa littéralement en vol, se désintégrant en milliers de fragments métalliques qui tombèrent dans la baie comme une pluie de ferraille. Richebourg mourut instantanément, son corps projeté dans l'eau avec les débris de son cockpit pulvérisé. Le silence qui suivit fut plus terrible que n'importe quel bruit. Les officiers de marine restèrent figés, incapables de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Les journalistes se précipitèrent vers les téléphones pour appeler leur rédaction avec cette nouvelle explosive. Les attachés militaires étrangers prenaient frénétiquement des notes sur ce désastre humiliant. En quelques heures, l'histoire se répandit dans tous les journaux américains. Le chasseur révolutionnaire de la marine s'était désintégré en tuant son pilote devant des centaines de témoins. Le programme Siddharth, déjà critiqué pour ses performances décevantes et ses coûts astronomiques, venait de subir un coup mortel dont il ne se remettrait jamais. Tous les vols d'essai furent immédiatement suspendus pendant que les ingénieurs examinaient frénétiquement les autres prototypes pour identifier la cause de cette catastrophe terrifiante. Mais pendant que Convair se débattait avec les conséquences de l'accident, une révolution technologique se déroulait ailleurs qui rendait le Siddharth complètement obsolète avant même qu'il ne puisse être réparé. La Royal Navy britannique venait de développer et d'implémenter une innovation brillamment simple qui résolvait définitivement le problème des jets supersoniques sur les porte-avions. Au lieu de ponts d'envol parfaitement droits qui forçaient les pilotes à atterrir avec une précision suicidaire, les Britanniques installèrent des ponts angulaires qui offraient une marge d'erreur beaucoup plus généreuse. Si un pilote manquait les câbles d'arrêt, il pouvait simplement remettre les gaz et redécoller depuis la partie inclinée du pont, au lieu de plonger dans l'océan. Cette modification architecturale simple transformait les atterrissages terrifiants en procédures presque routinières. Les ingénieurs britanniques ajoutèrent également des systèmes automatiques d'aide à l'atterrissage qui guidaient les pilotes avec une précision impossible à atteindre manuellement. Des lumières codées par couleur indiquaient exactement si l'approche était trop haute, trop basse ou parfaite. Des radars sophistiqués suivaient chaque avion et transmettaient des corrections en temps réel. Soudain, faire atterrir un chasseur supersonique sur un porte-avions n'était plus un acte de bravoure suicidaire, mais une opération technique maîtrisable.
L'US Navy observa ces innovations avec un intérêt croissant et envoya des délégations étudier les nouveaux porte-avions britanniques. Les rapports qu'ils ramenèrent furent unanimes. Cette technologie changeait absolument tout. Le Congrès américain approuva rapidement la construction de 4 nouveaux porte-avions géants équipés de ponts angulaires et de systèmes d'atterrissage automatique selon les spécifications britanniques. Ces navires pourraient accommoder n'importe quel chasseur supersonique existant sans aucune modification spéciale. Plus besoin d'hydravions bizarres avec des skis nautiques et des moteurs sous-puissants. Plus besoin de décoller depuis des baies exposées où les vagues pouvaient noyer un pilote. Les amiraux qui avaient désespérément voulu des chasseurs amphibies réalisèrent soudain qu'ils avaient gaspillé des millions de dollars et plusieurs années précieuses à poursuivre une solution inutilement compliquée, alors qu'une approche beaucoup plus simple existait déjà. En 1957, la marine prit la décision finale et inévitable. Le programme Sea Dart était officiellement terminé. Les 3 avions d'essai en service restants furent achevés pour des raisons purement bureaucratiques, mais personne ne nourrissait plus d'illusions sur leur utilité opérationnelle. Les 2 prototypes finaux ne quittèrent jamais leur hangar et ne volèrent jamais. Les 12 avions de production commandés avec tant d'optimisme en 1951 furent purement et simplement annulés. Convair reçut des compensations financières pour le travail déjà effectué, mais l'humiliation de voir leur création rejetée comme un échec coûteux était évidente. Les ingénieurs qui avaient passé des années à perfectionner les skis hydrauliques, à optimiser le fuselage étanche, à résoudre 1000 problèmes techniques impossibles, regardèrent leur prototype être remorqué vers des entrepôts poussiéreux. Le Sea Dart rejoignit rapidement la longue liste des avions expérimentaux américains qui avaient promis de révolutionner la guerre aérienne avant d'échouer. Les historiens de l'aviation commencèrent à analyser pourquoi ce programme ambitieux avait échoué si spectaculairement. Les raisons étaient multiples et interconnectées. Premièrement, la traînée aérodynamique créée par les skis et le fuselage étanche était insurmontable. Peu importait la puissance des moteurs installés, l'appareil restait trop lent. Deuxièmement, les vibrations pendant le décollage restaient dangereuses même après des années de modifications. Troisièmement, la visibilité catastrophique depuis le cockpit garantissait des accidents lors d'opérations de routine. Quatrièmement, opérer depuis l'eau exposait les pilotes aux conditions météorologiques. Des vagues de seulement 1 mètre suffisaient à rendre les décollages impossibles, transformant le chasseur en appareil utilisable uniquement par temps parfait. Mais surtout, le Sea Dart souffrait d'un défaut conceptuel fondamental que personne n'avait voulu admettre pendant le développement. Combiner 2 technologies difficiles créait une machine doublement difficile plutôt qu'une solution élégante. Construire un chasseur supersonique était déjà extraordinairement complexe. Construire un hydravion fiable demandait une expertise hydrodynamique rare. Fusionner ces 2 défis en un seul appareil multipliait les difficultés de façon exponentielle. Chaque solution à un problème aérodynamique créait de nouveaux problèmes hydrodynamiques. Chaque amélioration de la stabilité sur l'eau dégradait les performances en vol. Les ingénieurs passèrent des années à résoudre des problèmes qui n'existaient que parce que le concept fondamental lui-même les créait. Pendant ce temps, l'aviation progressait rapidement ailleurs. Les chasseurs supersoniques de 2e génération atteignaient maintenant Mach 2 et volaient à des altitudes extrêmes. Les missiles air-air guidés par radar commençaient à remplacer les canons traditionnels, transformant le combat aérien en duel électronique à longue distance. Les porte-avions géants, avec leurs ponts angulaires, opéraient des flottes entières de jets supersoniques avec une efficacité routinière qui aurait semblé impossible seulement 5 ans auparavant. Dans ce contexte de transformation rapide, le Sea Dart était devenu un appareil complètement obsolète. Les 4 Sea Dart survivants furent dispersés dans différentes installations militaires à travers le pays, témoins d'une époque où la marine avait poursuivi une solution technologique coûteuse et inefficace. L'appareil numéro 137 634, le prototype original qui avait effectué ce premier vol accidentel en janvier 1953, fut stocké dans un entrepôt où un accident avec une grue endommagea gravement sa structure. Il attendit pendant des décennies une restauration qui n'arriva jamais, trop abîmé pour être exposé, mais trop historiquement significatif pour être détruit. Les 3 autres appareils trouvèrent finalement refuge dans des musées spécialisés qui appréciaient leur valeur en tant que curiosité historique
plutôt que comme réussite technique. Puis en 1962, 5 ans après sa retraite officielle, le Siddharth connut une dernière bizarrerie bureaucratique. Le Pentagone décida d'harmoniser complètement le système de désignation des avions utilisés par l'armée de terre, la marine et l'aviation. Tous les appareils militaires américains, qu'ils volent encore ou soient exposés dans des musées, reçurent de nouvelles désignations selon un schéma unifié. Le XF-2Y et le YF-2Y Siddharth furent officiellement rebaptisés YF-7A, malgré le fait qu'aucun exemplaire n'avait volé depuis des années. Cette redésignation posthume créa un record unique dans l'histoire de l'aviation militaire américaine. Le Siddharth devint le seul avion de la marine jamais renommé après avoir été retiré du service actif. Même exposé dans des musées, le chasseur amphibie continuait à défier la logique et à créer des anomalies administratives. Aujourd'hui, les 4 Siddharth survivants occupent des places d'honneur dans des musées à travers les États-Unis, témoins d'une ambition technologique qui échoua face à la réalité opérationnelle. Le prototype numéro 137 634 attend toujours sa restauration dans les réserves du Smithsonian Institution à Washington, sa structure endommagée par l'accident de grue rendant son exposition impossible. Les visiteurs du musée ne peuvent pas le voir, stocké dans des entrepôts inaccessibles au public, vestige d'un programme que beaucoup préféreraient oublier complètement. L'exemplaire numéro 135 763 est exposé au San Diego Air and Space Museum dans Balboa Park, prêté par le National Museum of Naval Aviation de Pensacola en Floride. Les touristes qui le découvrent s'arrêtent invariablement, perplexes devant cette forme inhabituelle qui diffère radicalement des avions conventionnels. Le fuselage en delta, avec ses ailes courtes et son ski central visible, crée une configuration aéronautique unique. Les guides du musée racontent l'histoire du Siddharth avec une ironie évidente, expliquant comment la marine américaine avait dépensé des millions de dollars pour résoudre un problème qui n'existait plus au moment où la solution fut finalement développée. Les enfants s'approchent souvent des barrières pour observer le ski, tentant d'imaginer cet appareil inhabituel décollant depuis l'océan. Le 3e survivant, portant le numéro 135 764, est exposé au Wings of Freedom Aviation Museum sur la base aéronavale de Willow Grove en Pennsylvanie, également prêté par le musée de Pensacola. Ici, le Siddharth partage l'espace avec des dizaines d'autres avions militaires expérimentaux, chacun représentant un projet abandonné dans l'histoire de l'aviation américaine. Les vétérans de la marine qui visitent le musée réagissent souvent avec scepticisme en voyant cet appareil, se souvenant de l'époque où leurs supérieurs croyaient que des chasseurs amphibies supersoniques domineraient les océans. Certains racontent avoir assisté à des démonstrations du Siddharth avant l'accident fatal, décrivant les vibrations terrifiantes et le rugissement étouffé des réacteurs enfermés dans leur fuselage tubulaire. Le 4e et dernier Siddharth, numéro 135 765, est exposé au Florida Air Museum, faisant partie du complexe Sun and Fun à l'aéroport international Lakeland Linder en Floride. Ce musée spécialisé dans l'aviation expérimentale considère le Siddharth comme l'une de ses pièces les plus significatives, exemple représentatif de l'audace technologique américaine pendant la guerre froide. Les panneaux explicatifs détaillent minutieusement les spécifications techniques: longueur de 15,58 m, envergure de 10,77 m, poids à vide de 7 586 kg, poids total de 11 055 kg. Ces chiffres quantifient précisément le défi technique que représentait faire voler cette masse métallique depuis la surface de l'océan. Les historiens de l'aviation continuent de débattre sur la signification réelle du programme Siddharth dans le développement de la technologie militaire américaine. Certains le considèrent comme un échec pur et simple, un gaspillage de ressources pendant une période où chaque dollar de défense comptait dans la course aux armements contre l'Union soviétique. D'autres adoptent une perspective différente, arguant que les recherches hydrodynamiques menées pendant le développement du Siddharth contribuèrent à améliorer la compréhension des interactions entre l'eau et les structures aérodynamiques à haute vitesse. Les données collectées pendant les essais, particulièrement concernant les vibrations causées par les skis nautiques et la stabilité d'un fuselage flottant, trouvèrent des applications dans d'autres domaines de l'ingénierie navale et aéronautique. Le record du Siddharth en tant que seul hydravion supersonique jamais construit demeure techniquement valide,
bien que cette distinction soit limitée par le fait qu'il atteignit cette vitesse uniquement pendant une descente peu profonde et jamais en vol horizontal de combat. Cette performance illustre le paradoxe central du programme. L'appareil réussit techniquement à accomplir son objectif de conception tout en échouant complètement à devenir un système d'armes utilisable. Franchir le mur du son ne servait à rien si l'avion ne pouvait le faire que dans des conditions très spécifiques, inutilisables lors d'opérations militaires réelles contre des bombardiers ennemis. La marine américaine ne tenta plus jamais de développer un chasseur amphibie après la fin du programme Sea Dart. L'expérience avait définitivement prouvé que les porte-avions avec leurs ponts angulaires et leur système d'atterrissage automatique représentaient une solution supérieure pour opérer des jets supersoniques en mer. Les décennies suivantes virent les porte-avions américains devenir les plateformes militaires les plus puissantes jamais construites, capables de projeter une force aérienne n'importe où dans le monde. Le Sea Dart resta une note historique mineure dans cette évolution. Rappelle que même les superpuissances peuvent poursuivre des impasses technologiques coûteuses. Alors, si cette histoire du chasseur amphibie qui ne devint jamais opérationnel vous a intéressé, si vous avez découvert comment la marine américaine dépensa des millions pour un concept obsolète avant même sa complétion, si vous voulez connaître d'autres projets militaires ambitieux qui échouèrent spectaculairement, manifestez votre intérêt. Laissez un commentaire, partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires d'innovation technologique qui promettaient de révolutionner la guerre mais disparurent dans l'oubli.